Roger Gérard Schwarzenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe radical républicain démocrate et progressiste, RRDP, oui. On dit radical de gauche, ici à l'Assemblée nationale. Alors sur le collectif de la sécurité sociale, 4 radicaux se sont abstenus. Est-ce qu'ils ont bravé votre consigne de vote? Non, pas du tout, parce que nous avons une certaine liberté de vote pour ceux qui n'appartiennent pas strictement au parti radical de gauche et qui viennent d'autres formations. Donc c'était leur droit que de s'abstenir, et n'importe comment, nous ne sommes pas dans l'esprit d'être une caserne, à la différence d'autres groupes. Pour quelles raisons se sont-ils abstenus? Si la caserne a à sa tête quelqu'un qui n'arrive pas à faire appliquer la discipline. C'était vraiment pas la peine. Pour quelles raisons se sont-ils abstenus? Ils se sont abstenus parce qu'ils n'étaient pas totalement convaincus par les circonstances générales. C'est plutôt la conférence sociale qui a jeté un peu le trouble. Je dois dire que le boycott dont parlait Manuel Valls tout à l'heure est un boycott qui, initialement, était revendiqué par le MEDEF. C'est le MEDEF qui a commencé par dire « nous boycotterons cette réunion si nous n'avons pas satisfaction sur Et justement, ceci, Manuel Valls a fait cela. des concessions un petit peu dans le dos des syndicats quelques jours avant, dans la presse. Est-ce qu'il a commis une erreur, Manuel Valls, en faisant cela? Je pense qu'on aurait pu faire autrement. Ce n'est pas la peine, en effet, d'aborder les problèmes aussi complexes que la simplification du Code du travail, la simplification des seuils sociaux ou le report d'1 an du compte pénibilité, sans en parler d'abord à l'ensemble des organisations syndicales, c'est-à-dire à la fois patronales et ouvrières, comme l'on dit classiquement. Mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui aura des lendemains, je crois, définitif dans cet échec relatif qu'était cette conférence sociale. Il y aura reprise des discussions sur des thèmes très concrets comme l'apprentissage, comme l'emploi des seniors, etc. Et le dialogue social est en soi une très bonne chose, puisqu'il est bien que les partenaires sociaux se parlent. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu l'échec de ce dialogue social, avec 4 organisations syndicales qui n'ont pas participé à cette deuxième journée de la conférence sociale. Est-ce que pour avancer, pour réformer la France, il faut faire sans les syndicats? C'est ce qu'avait fait en Allemagne Gerhard Schröder au moment des grandes réformes. Je ne crois pas à cela du tout. Je considère qu'une bonne part de responsabilité appartient aux organisations patronales aujourd'hui. Parce qu'il a toujours été convenu dès le départ que tant le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, que le pacte de responsabilité, qui se traduit sur de forts avantages pour les entreprises, 41 milliards d'euros sur 3 ans, se traduirait par des contreparties en termes d'emploi et d'investissement. Vous attendez des contreparties écrites, J'attends des contreparties chiffrées et je suis satisfait d'avoir obtenu un amendement avec le soutien du gouvernement qui crée un observatoire des contreparties pour voir quelle est l'utilisation réellement faite par les entreprises de l'argent, enfin des crédits ou des avantages financiers qui leur sont consentis. Ce n'est pas Noël en été, ce n'est pas une offrande. Donc pour vous, cette conférence sociale a répondu à vos attentes? Non, elle n'y a pas répondu, car M. Gattaz reste toujours aussi rétif à prendre des engagements véritables, comme si il était là pour recevoir ce don de 41 milliards de francs sans consentir en échange à avoir des actions chiffrées en matière d'emploi ou d'investissement. Donc encore un effort pour le patronat serait tout à fait nécessaire. Vous restez avec nous, puisque dans l'actualité, il y a également le Limousin qui pourrait changer de région. Il serait rattaché à l'Aquitaine. Le rapporteur socialiste du projet de loi, Carlos da Silva, a déposé un amendement en ce sens. Si Bernard Cazeneuve a été auditionné cet après-midi par la commission des lois, cette dernière entamera réellement demain l'examen des amendements. François Goulin. Sur le bureau des députés, la loi en provenance du Sénat a perdu de son épaisseur. La carte des régions dessinée par le gouvernement a été tout bonnement supprimée. Du coup, le rapporteur du texte a proposé un nouveau découpage. Les régions passeraient toujours de 22 à 14. La nouveauté serait de fusionner l'Aquitaine et le Limousin. L'Aquitaine n'était pas spécialement demandeuse de grandir, mais n'était pas opposée non plus à le faire. Quant au Limousin, il ne se retrouvait pas dans cette région telle que présentée initialement, Poitou-Charentes, Limousin, Centre. Et donc c'est une première évolution, je l'ai dit, relativement consensuelle, en tout cas la plus consensuelle que je pouvais faire. Consensuelle, mais pas unanime. Déjà, des élus du Limousin et de l'Aquitaine dénoncent un redécoupage arbitraire. C'est une idée extraordinaire. Vous imaginez la France qui se recompose tous les jours, qui se redessine tous les jours. C'est un respect à l'égard de nos concitoyens qui est étonnant. Là, il y a une navigation à vue, j'ai l'impression, un sentiment de quelque chose qui n'est pas très précis, encore aujourd'hui. D'autres voix s'élèvent, comme celle de l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault, député de Loire-Atlantique, qui souhaite
avec 17 autres parlementaires des Pays de la Loire, que leur région soit unie à la Bretagne. Le nouveau tracé ulcère également certains élus charentais désireux de fondre leur département au sein de l'Aquitaine. Et une volonté de travailler ensemble de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. Il ne faut pas qu'un amendement comme ça, qui arrive d'une seule personne, fût-il le rapporteur de la commission des lois, vienne briser la volonté populaire. C'est un député de la région parisienne, je ne suis pas sûr qu'il ait franchi le périphérique. Pour ces insatisfaits, le rapporteur a déposé un autre amendement qui autorise les départements à changer de région s'ils le souhaitent et si tous les acteurs concernés sont d'accord, mais seulement à partir de 2016. Roger Gérard Schwarzenberg, vous avez émis des réticences chez les radicaux sur ce texte. Qu'est-ce que vous souhaitez? Absolument, parce que ce texte a été improvisé. Le découpage a été improvisé. Vous savez qu'en 1789-1790, les révolutionnaires, pour créer les départements, ont consulté pendant 6 mois. Là, ça s'est fait finalement pour l'aboutissement final, sur un coin de table, de manière qu'il n'y ait pas, en tout cas sur la côte ouest, dans la même grande région, un grand leader et un autre grand leader dans la même région. Jean-Marc Ayrault appelle aujourd'hui, justement, avec 17 parlementaires de l'Ouest, Jean-Marc a raison. Un rapprochement entre les Pays de Loire et la Bretagne. C'est toute la Bretagne culturelle. Je pense qu'il a tout à fait raison. Quant à l'apport en imagination de Carlos da Silva, il est évidemment assez limité, puisqu'il s'agit de toucher à une seule région, le Limousin. Donc c'est la carte. Mais est-ce que c'est cohérent de rapprocher le Limousin de l'Aquitaine, pour vous? Ça n'a pas d'incohérence particulière, ça n'a pas d'utilité non plus. Je comprends très bien André Rousset, qui est président de l'Aquitaine, mais en tout cas, ce qu'il faut faire sont des régions qui ne soient pas artificielles, qui correspondent à une histoire commune, une culture commune, une économie commune, bref, des affinités naturelles. Donc pour vous, il y a beaucoup d'incohérences dans cette carte à 14 régions? Pas mal de mariages forcés. Donc, s'il s'agissait d'une agence matrimoniale, elle serait mal cotée. L'agence gouvernementale en question qui fait ce travail. Je pense qu'on peut aboutir à des résultats qui soient plus simples. En plus, il y aura une disproportion très forte entre la population de certaines régions qui vont être très grandes maintenant quand elles sont fusionnées et d'autres régions qui seront plus petites. Alors, ça veut dire que vous, le texte, si vous l'avez en l'état, comme tel qu'il est présenté aujourd'hui, vous ne le voterez pas? Il n'y a pas de raison majeure de l'adopter. Ça veut dire que vous un texte qui n'est de mauvaise qualité, qui devrait en tout cas régir l'organisation territoriale de la France pour plusieurs décennies, on ne le fait pas comme ça à la légère, avec procédure accélérée, une étude d'impact qui est insuffisante, un saucissonnage en 2 textes. Tout cela n'est pas de bonne méthode parlementaire ni gouvernementale. Il y a de fortes revendications des élus, vous en faites partie. Il y a le Sénat qui a balayé un petit peu d'un revers de la main ce projet de loi. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, radicaux de gauche, de mettre la majorité en minorité sur ce texte ici à l'Assemblée? Non, je pense qu'il y aura sans doute une majorité sur ce texte, mais on ne peut pas non plus se forcer à voter contre les convictions qui sont les siennes. Si le texte reste en l'état, ce n'est pas un bon texte. Donc on peut avoir un meilleur texte. Nous sommes tout à fait ouverts au dialogue, à l'innovation, à la réflexion avec le gouvernement, comme nous le sommes toujours. Nous en reparlerons donc pour aboutir à un meilleur texte, tant sur le dessein général des régions que sur le fait qu'il puisse exister un droit d'option permettant à un département de quitter une région pour aller vers une autre région, ce que souhaite par exemple Jean-Marc Ayrault pour le département breton qui reste extérieur à la Bretagne. C'est la Loire-Atlantique qui pour l'instant reste curieusement extérieure à la Bretagne. Merci Roger Gérard Schwarzenberg, président du groupe RRDP.